Imaginons un peu la scène pour commencer. On est à Cambridge, au Massachusetts, D'accord. et on est un jour d'automne assez banal, genre le 3 novembre 2025, pour être très précis. Ouais, donc c'est littéralement demain, quoi. C'est ça, on y est presque. Et dans le cabinet ultra aseptisé d'une clinique de fertilité, il y a une jeune femme de 22 ans. Elle est assise là parce qu'elle veut fonder une famille, tout simplement. Mhm. Le médecin entre, il a l'air super grave, et il regarde ses dossiers. Il y a eu un test génétique complet, un bilan hormonal, un test de charge virale, la totale. Et sur le papier, tout est absolument normal. Et pourtant, il va lui annoncer de mauvaises nouvelles. Grave. Il prononce une phrase qu'il répète, je sais pas, environ 40 fois par jour dans ce même cabinet. Il dit « Je suis désolé, mais vous êtes stérile C'est terrible. ». Une incapacité inexpliquée à avoir un enfant naturellement. C'est une image d'ouverture qui prend vraiment aux tripes. Parce que c'est une réalité statistique glaçante quand on y pense. Ah oui, complètement. Quand on regarde les données de notre époque, on constate une augmentation vertigineuse de 400% de l'infertilité mondiale sur les 40 dernières années. 400%, c'est juste énorme. Ouais, c'est un phénomène massif. C'est pas une anomalie locale, c'est global. Eh ben, c'est exactement là qu'on va creuser aujourd'hui pour notre analyse approfondie. Le sujet, c'est de voir comment la littérature et, plus particulièrement la science-fiction dystopique, ne fait pas que rêver le futur. Elle l'anticipe. Voilà. Elle l'anticipe, et parfois avec une précision chirurgicale. On s'appuie aujourd'hui sur un super article d'investigation de Block News. C'est l'épisode 15 de leur série sur les prédictions du futur. Très bonne série d'ailleurs. Vraiment excellente. Et cet article compare les œuvres de l'autrice canadienne Margaret Atwood, tu sais, avec La Servante écarlate de 1985, et Oryx and Crake, paru en 2003. Des classiques absolus. Et il compare ça avec les données géopolitiques et médicales bien réelles de notre année 2026. La mission de notre discussion aujourd'hui, c'est de comprendre comment Atwood a pu prédire cette politisation absolue de notre biologie. Alors, juste avant d'entrer dans les détails de ces mécanismes, il faut qu'on fasse un petit rappel de rigueur. Bien sûr, vas-y. L'article qu'on décortique aujourd'hui touche à des sujets qui sont, par définition, extrêmement inflammables. On va parler de législation sur l'avortement, de théories sur l'origine des virus, de politique de surveillance étatique, de mesures liées au Covid-19, bref. Des trucs qui fâchent, quoi. Exactement. Et c'est super important de préciser pour ceux qui nous écoutent que nous, on ne prend aucun parti. Ni de gauche, ni de droite, ni d'ailleurs. On n'est pas là pour valider ou pour militer pour ces politiques. Ouais, je confirme à 100%. Notre rôle, c'est juste de décortiquer les données de cette enquête de Block News. On regarde les faits qu'ils rapportent pour 2026 et on voit pourquoi le parallèle avec les romans d'Atwood est si pertinent. On analyse la mécanique du texte, purement et simplement. Voilà. Alors, pour bien comprendre cette mécanique, il faut qu'on fasse un petit saut dans le temps. C'est le point de départ de l'expert de Block News. Oui, c'est fascinant de se replacer dans le contexte de 1985. Quand Atwood publie La Servante écarlate, la population mondiale est d'environ 4,8 milliards d'individus. Et à ce moment-là, l'angoisse collective totale, c'est la surpopulation. Ah ouais, c'est vrai, hein. Tout le monde hurlait à la bombe démographique à l'époque. Exactement. Le discours dominant, c'était la certitude que l'humanité allait s'étouffer, manquer d'espace, épuiser les ressources. Attends, du coup, c'est super contre-intuitif. Comment elle a pu imaginer, en 85, que le vrai problème viendrait d'un manque d'humains et pas d'un excès? C'est aller totalement à contre-courant de la science de son époque. Mais c'est là qu'on reconnaît le génie d'Atwood, en fait. Elle a imaginé une dystopie basée sur la rareté, et plus précisément la rareté de la fertilité. Mais surtout, et c'est vraiment le cœur de l'argument de Block News, elle n'a pas vu l'infertilité comme un simple drame médical. C'est-à-dire? Elle l'a conceptualisé comme le futur socle d'un contrôle politique absolu. L'infertilité n'est pas juste une maladie, c'est une opportunité pour le pouvoir. Ok, alors décortiquons un peu ça. Parce que si on reprend les chiffres de 2026, avec ce milliard et demi de femmes touchées, la question qui vient tout de suite, c'est comment on passe d'une immense crise de santé publique à une vraie arme politique concrète? C'est toute la transition. Dans le roman, à Gilead, 99% des femmes sont stériles et les quelques femmes fertiles sont carrément réduites en servitude. C'est frontal, c'est violent. Mais dans la réalité de 2026, l'enquête indique que 41 pays, je dis bien 41 pays, ont renforcé des lois théocratiques en s'appuyant sur la biologie. Et c'est là qu'il faut regarder les exemples précis de l'article pour voir le comment de la chose. Comment les États utilisent cet argument de la vitalité démographique pour contrôler les corps. Ouais, il donne des exemples assez marquants. En Iran, par exemple, l'accès à la contraception pour les femmes non mariées est purement et simplement interdit. Ah ouais, En Pologne, l'article souligne la criminalisation de l'avortement, même dans des cas de viol. En Hongrie,
L'État a mis en place des aides financières massives, ce qui a l'air bien sur le papier, mais elles sont strictement conditionnées au mariage hétérosexuel. Il y a aussi ce truc en Thaïlande qui m'a scotché, une décision de justice qui exige maintenant une approbation du gouvernement pour qu'une femme puisse subir une hystérectomie. C'est fou, hein? Et la Chine, face à son vieillissement, qui multiplie les incitations financières incroyables pour forcer la natalité. En fait, j'ai une analogie en tête. Imaginons que la fertilité, ce soit du pétrole. D'accord, je vois l'idée. S'il y a une soudaine pénurie mondiale de pétrole, les États vont pas juste se dire « Oh mince, c'est dommage ». Ils vont envoyer l'armée, ils vont monopoliser la ressource, la rationner, la réguler à mort. Est-ce que cette comparaison, ça veut dire que le corps humain devient littéralement une ressource d'État? Absolument. C'est exactement l'analyse de Block News. Le corps quitte complètement la sphère privée pour devenir une question d'infrastructure géopolitique. D'ailleurs, l'article cite une phrase d'Atwood très puissante. Ah oui, laquelle? We are the people who are full of tears. Nous sommes le peuple rempli de larmes. Ce que l'auteur de l'article démontre avec ça, c'est que la méthode moderne est différente de la fiction. Le contrôle étatique sur la biologie ne se fait pas par des rafles militaires soudaines dans les rues. Ouais, on n'a pas de milice armée en uniforme rouge à tous les coins de rue chez nous. Non, en fait, c'est beaucoup plus bureaucratique. C'est insidieux. Ça passe par des incitations fiscales, par des formulaires d'assurance, par des restrictions d'accès médical qui s'empilent petit à petit. C'est enveloppé dans une jolie rhétorique sur le bien de la nation, quoi. Voilà. C'est une architecture qui s'installe via des lois ordinaires. Mais attends, pour instaurer ce niveau de contrôle vraiment microscopique sur des millions de personnes, un État ne peut pas juste voter des lois et espérer que ça marche. Il faut de la donnée. Il faut de la data en masse. Beaucoup de data, oui. Et surtout, il faut une technologie capable de lire et de trier tout ça. C'est là que l'enquête fait un pont hyper intéressant entre le livre de 2003 Oryx and Crake et la science réelle de 2012. Tout à fait. Dans Oryx and Crake, on est plongé dans un monde où la manipulation génétique est partout. Et moins de 10 ans plus tard, la réalité rattrape la fiction avec CRISPR. L'invention de CRISPR-Cas9 en 2012 par Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, ce sont des ciseaux génétiques. Ça permet d'éditer l'ADN, de couper un bout, d'en coller un autre. C'est hyper rapide et surtout, ça coûte presque rien. C'est la démocratisation de la modification génétique. Et l'article de Block News donne les chiffres pour 2026, c'est vertigineux. On a dépassé les 2 milliards de tests génétiques mondiaux. 2 milliards, c'est un quart de l'humanité presque. C'est ça. Et il y a 73 pays qui imposent une forme ou une autre de dépistage obligatoire. L'article note aussi un truc effrayant. Il suffit aujourd'hui de 18 mois pour créer un virus de synthèse de A à Z. Seulement 18 mois? Et voici où ça devient vraiment super intéressant pour moi, et un peu flippant. Dans Oryx and Crake, cette technologie est entre les mains d'une grosse méga-corporation secrète. Très cliché de science-fiction. Ouais, le méchant labo caché. Exactement. Mais quand je lis les chiffres de 2026, j'ai l'impression que la réalité est pire. Est-ce que l'article suggère que notre réalité est plus sombre parce que la surveillance génétique est totalement banalisée? Elle est à la vue de tous, carrément institutionnalisée. Oui, si on relie ça à une vision plus globale, c'est exactement le propos. Le document explique que la biologie est devenue, je cite, une infrastructure de pouvoir. Ok. La dystopie, aujourd'hui, elle n'est pas cachée dans un bunker secret. Elle est dans les petites lignes de votre contrat d'assurance santé. Elle est dans les algorithmes des entreprises qui évaluent votre profil génétique pour un prêt ou un emploi. Donc, le contrôle se fait par l'administration du quotidien. C'est ce que l'article appelle la biopolitique, c'est ça? Exactement, la biopolitique. Pour résumer simplement, c'est quand le pouvoir ne s'intéresse plus seulement au territoire ou à l'économie, mais à la vie humaine elle-même, aux cellules, à l'ADN, à la reproduction. Ce qui nous amène direct à la troisième grande section de l'article, qui reliait le contrôle des naissances et le traçage génétique vers un événement majeur, la pandémie de Covid-19. Ah oui, vu à travers le prisme d'Atwood, ça décoiffe. Carrément. Dans Oryx and Crake, il y a une pandémie synthétique conçue exprès pour contrôler la population, mais ça tourne mal et ça tue 99% de l'humanité, laissant juste les ultra-riches survivre. Et puis, en 2019, boum, le vrai Covid arrive. Et la source détaille des parallèles troublants. D'abord, il y a eu tout ce débat légitime sur les origines du virus, s'il venait d'un laboratoire. Synthétiser un virus est devenu techniquement faisable rapidement. Mais surtout, le parallèle le plus phare que dresse Block News, c'est l'utilisation de la crise par les gouvernements.
Ah, pour instaurer la surveillance de masse. Exactement. Les laissez-passer sanitaires, le traçage des mouvements en temps réel. Alors attends, je t'arrête 2 secondes. Qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Je rappelle notre avertissement du début, on rapporte l'analyse de l'article, mais comment la source fait la différence entre une simple gestion de crise de santé publique bien normale et une arme biopolitique façon Atwood? C'est une distinction cruciale. Cela soulève une question importante dans l'article. L'auteur explique que selon l'analyse atwoodienne, l'intention initiale importe peu en fin de compte. C'est le résultat qui compte. C'est le résultat structurel qui compte, oui. Ce qui aurait terrifié Margaret Atwood en observant les confinements de 2020, ce n'est pas l'origine du virus, c'est la vitesse hallucinante à laquelle l'infrastructure de surveillance mondiale s'est mise en place. Ouais, on a tous accepté ça en un claquement de doigts. Sous le coup de la peur, l'acceptation a été massive, ça a créé un précédent biopolitique inédit et ça a divisé la société. La fracture sociale dont parle l'article, oui. C'est flagrant. Les populations les plus riches se sont confinées confortablement en télétravail, avec des vaccins en priorité. Pendant que les plus précaires étaient en première ligne, exposés au virus, le tableau récapitulatif de la source évoque quand même le chiffre terrifiant de 20 millions de morts au niveau mondial. C'est énorme. Mais du coup, ça m'amène à une vraie question de fond. Si Margaret Atwood avait tellement raison sur les méthodes de la surveillance, l'infertilité, les pandémies, comment ça serait qu'on n'ait pas vu le piège se refermer, comme dans ses livres? Ah, c'est la seule vraie erreur d'Atwood, selon Block News. Laquelle? Le calendrier, la temporalité de ses prédictions. Ah, d'accord, le timing. Voilà, dans La Servante écarlate, l'infertilité tombe comme une catastrophe soudaine, un cataclysme avant 1995. Et dans Oryx and Crake, la pandémie globale est imaginée beaucoup plus tard, genre entre 2024 et 2040. Alors que dans la vraie vie, c'est complètement l'inverse. Exactement. La réalité est inversée et distendue. L'infertilité s'est installée silencieusement. Elle a progressé sur 40 ans de manière totalement systémique et graduelle. Ouais, pas de coup de tonnerre hollywoodien, quoi. Non, rien de tout ça. Et de l'autre côté, la pandémie mondiale est arrivée, entre guillemets, en avance dès 2019. C'est dingue. En fait, j'ai une image pour ça. C'est un peu comme si Atwood était une architecte visionnaire. C'est comme si elle avait parfaitement dessiné les plans de la prison. Elle a placé les murs, les caméras, les barreaux au millimètre près. Mais elle s'est juste trompée sur le planning des travaux de construction. C'est une excellente métaphore. Et l'article de Block News s'appuie vraiment là-dessus pour sa conclusion. Une prédiction structurelle est finalement bien plus redoutable qu'une date exacte. Pourquoi plus redoutable? Parce que la lenteur de la mise en place nous endort. L'expert cite une autre phrase très marquante du roman. « In the time before the act, we were allowed to think ourselves free. » Dans le temps précédant l'acte, on nous autorisait à nous croire libres. Ah, le fameux syndrome de la grenouille dans la marmite d'eau. Si l'eau chauffe très doucement, la grenouille s'habitue et finit par bouillir sans en rendre compte. C'est exactement l'idée. La plus grande menace, selon l'enquête, ce n'est pas le cataclysme brutal qui renverse l'État en une nuit. C'est le fait que la dystopie s'installe lentement, doucement, sans aucun bruit. Ouais. De manière si imperceptible qu'on ne remarque même pas qu'on perd nos libertés fondamentales. Une petite loi après l'autre, une mise à jour d'assurance après l'autre. C'est glaçant, mais c'est tellement pertinent. Du coup, pour résumer un peu la valeur de cette analyse de Block News, pourquoi ceux qui nous écoutent devraient s'en soucier aujourd'hui, en 2026? Le constat de base, c'est que l'information biologique, que ce soit ton ADN, ta fertilité ou ton dossier médical, ce n'est plus du tout un truc privé ou médical. C'est fini ça. C'est devenu politique. C'est le cœur même de la géopolitique et de la société du XXIe siècle. Il est indispensable de garder un esprit ultra critique face aux politiques de santé et aux lois reproductives. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est la seule façon de protéger son autonomie individuelle. C'est clair. Et je voudrais qu'on termine là-dessus avec une pensée un peu provocatrice. Ça dépasse un peu le cadre strict de l'article, mais ça s'inscrit totalement dans la continuité de cette logique. Vas-y, je t'écoute. Si des outils comme CRISPR deviennent omniprésents, et que les incitations ou sanctions des États sur la biologie continuent de se fondre dans notre quotidien, quelle est la vraie prochaine étape à long terme? Tu penses à une scission ? Ouais. Est-ce qu'on pourrait voir émerger une véritable théocratie génétique? Un monde où la capacité de se reproduire ne sera plus seulement surveillée ou taxée, mais monétisée à un point tel que ça créerait carrément 2 espèces biologiques distinctes au sein de l'humanité. Ah oui, la spéciation génétique. D'un côté, ceux qui sont modifiés pour la perfection absolue, et de l'autre, les humains standards. Exactement. Les optimiser contre les autres.
C'est une question qu'on laisse en suspens, mais qui, après avoir décortiqué les prédictions d'Atwood face à notre réalité de 2026, ne relève peut-être plus du tout de la simple science-fiction. C'est de l'anticipation à très court terme. Voilà. On vous laisse méditer sur cette vision très joyeuse de notre futur biologique, et on se retrouve très vite pour creuser un nouveau sujet.